Donc voilà cette deuxième table ronde très importante parce que vous l'attendez. Je crois qu'on a eu une keynote et aussi une première table ronde sur l'état des lieux où la question de l'accès au marché a retenti dans nos oreilles un certain nombre de fois. Voilà, c'est important de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on est demain. Donc j'accueille aujourd'hui à cette table ronde Armelle Gracier, qui est directrice des affaires industrielles du SNITEM. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci, Armelle. C'est parfait. Corinne Collignon, vous êtes chef de service mission numérique en santé à la Haute Autorité de Santé. Daphné Pietrich, Senior Business Development Manager Hello Better d'IGA. Et Daphné, tu viens de Berlin, tu parles français. Et donc, on a un grand témoin aussi d'expérience. On a le professeur Pierre Philippe, professeur de physiologie à l'Université de Bordeaux, spécialiste du sommeil. Et donc, enfin, Stéphane Tollander, vice-président de France Biotech, en charge de l'e-santé, mais aussi fondateur de Sibiltech, une société qui travaille dans la prédiction des rejets de greffe, c'est ça, hein, tu pourras en parler aussi un petit peu. Merci à vous de participer à cette table ronde. La première question qu'on se pose aujourd'hui, c'est un peu, Armelle, peut-être où en est-on aujourd'hui en matière d'accès au marché des dispositifs innovants en santé, dispositifs numériques? Alors, le mot accès au marché regroupe un long parcours. On a l'habitude de parler d'accès au marché et de parler de remboursement, mais avant d'être remboursé, il faut accéder au marché, vraiment. L'accès au marché, eh bien, c'est le marquage CE qui est obligatoire, parce que on parle de digital thérapeutique, mais qui dit thérapeutique dit finalité médicale. Et donc, du coup, on tombe automatiquement sous le coup du marquage CE, puisqu'un dispositif médical, c'est tout dispositif qui a une finalité médicale de prévention, de diagnostic, de prédiction, de traitement, de suivi. Donc ça regroupe un large champ de dispositifs. Donc automatiquement, les thérapies digitales sont des dispositifs médicaux. Donc la première étape d'accès au marché, ce n'est pas le remboursement, c'est d'avoir le droit de commercialiser. Et c'est donc le marquage CE. D'accord. On a vu tout à l'heure des différences, notamment présentées par Megan Coder, sur les aspects digitaux de décisionnel, un peu de l'intelligence médicale, et les aspects digitaux autonomes. Ce qui concerne un peu plus la question des digital thérapeutiques, où finalement il y a une prescription et après une certaine autonomie. On a parlé de standalone ce matin du patient. Est-ce que tu peux préciser peut-être aussi un peu? Alors, les thérapies digitales, c'est effectivement des solutions qui, de façon autonome, traitent le patient. Quelque part, c'est un peu ça, c'est comme un traitement. Les outils d'aide à la décision médicale n'ont pas un impact direct sur le patient. C'est-à-dire que c'est un professionnel de santé qui va utiliser cet outil. L'outil va envoyer des alertes, des informations, et sur la base de ces informations, le professionnel de santé va décider ou pas de modifier le traitement. Donc, ce n'est pas une thérapie digitale au sens où on l'entend, mais ça n'empêche que c'est une solution numérique qui est un dispositif médical quand même. Corinne, au niveau de l'HS, aujourd'hui, vous faites bien cette distinction entre la voie un peu de la décision assistée de télésurveillance médicale et celle des thérapies numériques. Comment fait votre évaluation aujourd'hui de ces catégories? Effectivement, c'est un point très important que flèche Armelle, parce que ce qui va pouvoir être éligible à une évaluation en vue du remboursement, puisque la HAS et en particulier la CNEDIMS, qui est sa commission spécialisée, n'intervient que lorsque l'industriel souhaite le remboursement, on est bien d'accord. Du coup, les portes d'entrée vont être vraiment très liées à qui va être l'utilisateur. Donc, pour tout ce qui est thérapie standalone, en fait, thérapie numérique, thérapie digitale, pour lequel l'utilisateur va être le patient, même s'il y a une prescription médicale, tout ça va rentrer dans le prisme de remboursement et d'évaluation par la CNEDIMS. Et puis, il y a également des technologies du coup, qui sortent à mon sens, mais on peut en discuter, du strict champ de ce qu'on appellerait les thérapies numériques, qui sont les technologies de télésurveillance médicale. Et puis on voit aussi qu'il y a plein de technologies qui vont combiner plein de fonctions, ce qui va constituer pour les entreprises un parcours à anticiper. Donc en termes de critères, c'était votre question. En termes de critères, en fait, la CNEDIMS, elle évalue sur les données, et elle a des critères qui sont réglementaires pour évaluer les technologies. Et globalement, quelles que soient les portes d'entrée, on retrouve cette notion de bénéfice clinique et ce que la technologie va apporter dans le panier de soins, dans l'arsenal disponible.
Et puis, si vous avez suivi ces travaux récents, de plus en plus, elle s'ouvre, enfin, en tout cas, elle ouvre et elle affiche que ces critères de remboursement comportent également, intègrent la dimension organisationnelle. Autrement dit, de plus en plus, et on le sent, et sur le numérique, c'est un enjeu, la plus-value des technologies peut être organisationnelle. Alors, ça va sans dire qu'il ne faut pas non plus que ça altère la stratégie de soins et du coup la prise en charge du patient et son état clinique, mais la plus-value et la valorisation pour les industriels peut être sur le côté organisationnel. Peut-être préciser à peut-être des gens qui ne savent pas trop comment fonctionne finalement la Haute Autorité de Santé sur cet aspect des thérapies numériques. Enfin, là, vous avez cité la CNEDIMS. Comment à peu près se situe aujourd'hui le cheminement qu'on a aujourd'hui par rapport, puis on parlera de l'avenir demain, mais quel est le cheminement aujourd'hui finalement pour l'ensemble de ces solutions? On est en évaluation, après on passe en évaluation économique. C'est à peu près les grandes étapes peut-être rappelées à l'audience. Alors, il y a très peu de technologies, là je vais parler du dispositif médical en général, qui rentrent dans le prisme de l'évaluation médico-économique. Donc finalement, la porte d'entrée classique pour un dispositif médical, numérique ou pas, c'est un dépôt de dossier par l'entreprise qui va permettre son instruction par la CNEDIM-TS, qui rend un avis pour le remboursement, autrement dit qui va être exploité ensuite par le ministère pour décider ou non de l'entrée au remboursement. Alors la cartographie des portes d'entrée se multiplie parce qu'une technologie peut être éligible à la liste des produits et prestations remboursables, qui est la liste historique. Et pour cette liste, les critères d'évaluation de la CNEDIM-TS sont le service attendu et l'amélioration du service attendu. Donc au travers de ces critères, vous voyez que c'est l'appréciation du bénéfice, bénéfice clinique de la technologie et sa plus-value, ce que je disais juste précédemment, par rapport à l'arsenal disponible. Au travers de ces critères, donc la Commission prend de plus en plus en compte et l'affiche. Et pour ça, il faut que les industriels préparent leur dossier et documentent leur dossier, la prise en compte de l'intérêt organisationnel. Et puis s'ouvrent, et ça c'est assez récent, des portes d'entrée spécifiques pour le numérique, introduites par la dernière loi de finances de la Sécurité sociale, avec le cadre commun de prise en charge de la télésurveillance médicale et également la prise en charge anticipée qui va viser 2 catégories de technologies numériques, les technologies de télésurveillance médicale et également les thérapies numériques. Dont on a eu ce matin qu'il y aura un délai. On a appris ce matin en live qu'il y aura un petit délai par rapport à l'agenda ministériel. J'imagine que c'est aussi lié à ça, parce que sur la partie droit commun de la télésurveillance médicale, c'était bien parti pour obtenir un décret avant l'été, je crois. Parce que c'était à peu près la deadline. La loi fixait le passage dans le droit commun au 1er juillet. Hein. Ça ne vous a pas échappé que le 1er juillet, c'était vendredi dernier. Donc, effectivement, on a un peu passé l'échéance. Donc, on a beaucoup travaillé en amont en mettant la pression. Et on a fait un communiqué de presse vendredi pour alerter. Et le même jour, on a reçu un courrier de la Direction de la Sécurité sociale et de la DGOS nous informant que les textes ne seraient pas publiés en temps. Ça, on s'en était rendu compte. Les textes sont annoncés pour l'été, on n'a pas de date précise, donc on peut espérer quand même qu'à la rentrée, ce sera fait, et on verra derrière, dans les délais qui seront accordés aux entreprises pour se mettre en conformité, ce qu'ils vont avoir, parce qu'on a eu les textes en avant-première, enfin en tous les cas les projets de décret. Maintenant, on ne sait pas ce que seront les textes définitifs. Merci. On va peut-être faire un petit tour en Allemagne, parce qu'en fait, on ne parle que du DIGA partout, c'est dans toutes les slides. Le DIGA, on parle du DIGA à la française même en ce moment. J'imagine que vous êtes assez proche avec l'Allemagne là-dessus. Peut-être Daphné nous brosser un paysage de ce qu'était l'Allemagne avant le DIGA. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui a changé? Et intéressant d'avoir un retour d'expérience sur Hello Better. Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Daphné Petrich et je suis ravie de témoigner de notre expérience en Allemagne chez Hello Better. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui développe donc des thérapies numériques pour accompagner donc soit la prévention ou alors le traitement de pathologies de santé mentale. Donc aujourd'hui, on a 10 produits qui préviennent ou traitent 8 pathologies de santé mentale. Et on a 5 DIGA sur le marché. Donc en total, il y en a 33. Et on espère grandir la liste dans les mois qui viennent. Et du coup, pour répondre à votre question, donc le DIGA, la loi qui a encadré les DIGA a été votée en 2019 et la première DIGA a été reconnue en octobre 2020. Donc on est bientôt aux 2 ans.
pour définir une DIGA. Donc, je pense que c'est très important parce que les définitions diffèrent tout au long de la journée. Ce matin, avec Digital Therapeutics Alliance, bien sûr, la définition française. Donc, la définition allemande, c'est vraiment les thérapies numériques. Donc, il y a 4 critères à respecter. Donc, bien sûr, c'est un dispositif médical marqué CE. Il doit être d'une classe de risque basse, donc c'est-à-dire sous la MDD ou la MDR, la classe 1 ou la classe 2A. Ensuite, il doit permettre la détection, le suivi, le traitement ou l'atténuation des symptômes, soit d'une pathologie, d'une blessure ou d'un accident, ou finalement d'une incapacité. Ensuite, il faut que, en fait, l'efficacité clinique de cette thérapie numérique doit être basée sur ses fonctions digitales et non personnelles. Grosse différence très importante. Et finalement, que cet accompagnement soit fait donc, en lien direct avec le patient, donc soit c'est stand-alone et c'est vraiment le patient qui gère son traitement tout seul, ou alors accompagné d'un professionnel de santé. Et du coup, aujourd'hui, oui, donc, pour faire le bilan, nous avons 33 DIGA sur le marché. Il y a eu 75 retraits de dossiers, 12 rejections, et il y a encore 14 demandes qui sont en soumission actuellement. Et on sait à peu près aujourd'hui le nombre de patients mensuels qui sont sous DIGA. J'ai entendu parler de 5 000, 6 000. Il y a eu un rapport en allemand, d'ailleurs, je n'ai pas tout compris. Bah, moi non plus, mais mes collègues m'ont bien expliqué. Le bilan, il est très difficile à faire parce que les données, en fait, sont pas centralisées. Mais il y a un rapport très important en allemand qui a été publié, en fait, au bout de la première année, donc en octobre 2021, qui a montré qu'en fait, il y a eu 50 000 prescriptions dans la première année et seulement 40 000 ont été utilisées. Donc déjà, on en a perdu 20%. Et même seulement 4% des prescripteurs ont prescrit. Donc les prescripteurs, c'est important à mentionner que en fait, ça peut être un docteur, mais ça peut aussi être un ou une psychothérapeute qui peut prescrire une thérapie digitale auprès de son patient. On rejoint un peu ce qui a été dit ce matin sur l'adoption, les usages, la volumétrie, parce que la volumétrie a un impact aussi sur l'évaluation dans le temps et la revalorisation des dossiers ou la mise à jour, ce qu'on appelle un peu la revoyure par les autorités. Donc forcément, tout ça a un impact vertueux, plus il y a de volume qui utilise. Merci Daphné. Stéphane, vous êtes entrepreneur, France Biotech, VP e-santé. Peut-être raconter le positionnement de France Biotech en e-santé, parce que c'est pas toujours... France Biotech parle beaucoup de health tech et de e-santé, on fait un très gros rapport là-dessus. Peut-être préciser la feuille de route de France Biotech par rapport à ceux qui pourraient se poser la question pourquoi France Biotech, pourquoi la e-santé, et puis raconter un peu votre vision un peu aujourd'hui de ce que vous voyez d'un peu de ce modèle économique, ce remboursement en France. Oui, donc c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, effectivement, France Biotech, comme son nom l'indique, est issu de la biotech, et uniquement de la biotech à l'origine. Il y a maintenant 25 ans, qui a été créée par des entrepreneurs, notamment des biotech cotées. Et depuis quelques années maintenant, l'association s'est ouverte à la health tech d'une manière générale, donc aussi au medtech et à la santé numérique, pour la bonne et simple raison qu'on le sait bien, cette industrie-là est en train de changer fortement, aussi avec l'impulsion du travail sur la donnée. Donc les biotech, la pharma, on en discutait tout à l'heure, sont en train de changer par l'exploitation de la donnée. Donc ça, c'est un versant qui nous concerne un peu moins aujourd'hui, mais qui est très prégnant quand même dans les travaux qu'on mène au sein de France Biotech, et en particulier de la commission santé numérique, qui est de savoir comment accéder aux données pour pouvoir les exploiter pour la recherche, et en particulier servir aussi les enjeux de développement de nouveaux médicaments ou d'amélioration des essais cliniques. Ça, c'est un premier versant. Et le deuxième versant, c'est effectivement tout ce qu'on vient de discuter sur le développement de dispositifs médicaux numériques, avec l'enjeu réglementaire associé, de suivre ces évolutions-là, et on le fait de façon très régulière aussi avec le SNITEM, de voir quels peuvent être les enjeux des entreprises, parce que cette association a été créée au départ pour permettre aux entrepreneurs d'échanger,
et potentiellement de faire remonter auprès des pouvoirs publics les enjeux rencontrés. Donc c'est ces deux versants aussi qui sont adressés au sein des commissions et groupes de travail de France Biotech. Et donc spécifiquement sur la santé numérique, les enjeux, on les a cités, hein, c'est comment prendre le virage du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux en Europe, puisque on l'a évoqué rapidement, mais c'est quand même un règlement qui nous fait passer d'une directive où en gros il y avait 25 pages de recommandations à un règlement où il y a 250 pages de règles auxquelles il faut se conformer pour avoir un marquage Avec ce fameux entonnoir dont parlait le professeur Philippe, qui pose problème à beaucoup d'entreprises, hein, ils y arrivent, mais il y a eu, les organismes certificateurs n'étaient pas assez nombreux pour assumer la charge. Donc effectivement, qui pose aussi un challenge. Il y a les organismes certificateurs, les organismes notifiés d'une part, et il y a le fait d'être audité tout d'un coup met une barrière beaucoup plus haute pour tout un tas de solutions qui étaient DM numériques jusqu'à présent, souvent autodéclarées sous la directive, mais qui maintenant vont devoir se faire auditer. Et donc les exigences sont bien supérieures. Et il y a effectivement un goulot d'étranglement qui fait qu'on n'est pas sûr que tout le monde puisse en temps et en heure se mettre en conformité. Donc il y a cet enjeu-là qu'on discute. Et après, il y a tous les enjeux effectivement de prise en charge, puisque pour beaucoup, et en particulier dans les systèmes de santé allemands, français et d'autres, le payeur est très souvent quand même lié à la puissance publique. Et donc on a besoin de suivre les parcours habituels de démonstration de preuves et de dépôt de dossier auprès des autorités compétentes. Et tout ça, c'est une complexité qui, pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand ils ne viennent pas de la santé, est assez nouvelle. Et ça, c'est aussi un point que je voulais évoquer, c'est qu'en santé numérique, on a quelques entrepreneurs qui viennent du monde de la santé, mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent plutôt du monde du numérique. Et donc, on a là un choc des cultures assez fort. Et donc, on est aussi là, nous, pour accompagner cette transition et faire en sorte qu'on ait les bons réflexes de chacune des deux industries pour que la santé numérique puisse se développer rapidement. Merci Stéphane. Professeur Pierre-Philippe, on a, pendant la préparation de la table ronde, parlé effectivement des enjeux aussi côté des praticiens et côté des patients. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre point de vue sur finalement la réussite demain ou l'accès de ces nouvelles solutions innovantes en santé? Alors, moi, je vais me positionner un petit peu en dehors de mes amis et collègues de cette table ronde en vous donnant plutôt un regard santé publique, c'est-à-dire de quoi on a besoin. Bon, alors, notre expertise s'est forgée dans mon unité CNRS sur la crise du Covid, où on a mis en ligne sur le Google Store et l'Apple Store une application qui s'appelle Canopé, avec un K. On a 30 000 téléchargements et en fait, on a fait un test, c'était un objet de recherche, pour voir l'appétence des gens pour avoir accès à un soin. Alors, le premier élément, je pense, très important à garder présent à l'esprit, c'est on a deux avenues potentielles de positionnement. Le premier, c'est de dire les DTX sont des médicaments digitaux, et donc ils s'inscrivent dans une voie de prescription et de remboursement tout à fait comparable à un médicament, ce qui, à mon avis, n'est pas très adapté à l'évolution du système de santé. Ou l'autre positionnement, c'est de dire une certaine partie des DTX, en particulier sur le volet du repérage ou de la qualification du diagnostic, peuvent fonctionner de façon autonome. Et je pense qu'un regard intelligent à faire, mais il faut le pousser auprès des pouvoirs publics, c'est de dire que le DTX, il a un bénéfice pour le patient, mais il a aussi un bénéfice pour le système de soins. C'est-à-dire, imaginez qu'un DTX positionné en amont d'une consultation médicale peut enlever, par exemple, 30% de consultations inutiles. C'est ce qu'on a vu avec Canopé. 50% des utilisateurs de Canopé allaient bien. Ils n'avaient pas de plainte. Ils téléchargeaient pour savoir où ils en étaient. Et après, ils arrêtaient. Si on fait ça, c'est un peu comme si on disait on va vous créer 10 000, 20 000, 30 000 postes de médecins généralistes supplémentaires. Donc ça, sur le modèle d'organisation du soin et des coûts, c'est vraiment une carte hyper intelligente à jouer, parce que ça veut dire qu'on peut déjà avoir une première couche d'adressage, un peu comme les autotests pour le Covid, où vous dites, avant de rentrer quelqu'un dans un système de santé qui est ultra saturé, on va avoir une pré-couche qui va permettre d'optimiser en fait la filière de soins. Le deuxième élément, et j'ai été très sensible à ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, on a eu des infos aussi sur des dispositifs qui ont été testés et dont on a démontré l'efficacité, qui ne sont pas utilisés, qui est un échec, je pense, terrible pour les startups ou les entreprises qui ont créé ça, c'est pourquoi est-ce qu'un médecin va prescrire un dispositif médical? Alors, il a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est parce qu'il sait faire ce qu'on ne sait pas faire. Par exemple, on n'est pas très psychophile. Moi, j'étais psychiatre avant d'être prof de neurophysio. Donc, il y a des gens, par exemple, qui savent vachement bien mesurer la tension. Mais par exemple, quand on parle de dépression,
Les médecins généralistes, ça va pas trop. Donc, vous avez un outil qui permet de dire oui, il est déprimé, non, il n'est pas déprimé, s'il est déprimé, on va le traiter. C'est un vrai intérêt complémentaire à ce que peut être la prescription d'un antidépresseur. D'accord ? Mais il y a aussi une autre possibilité, c'est de dire moi, j'ai 7 minutes de consultation, c'est mon temps moyen sur mon modèle économique, hein, et c'est pas indigent de le dire, hein, c'est la réalité. C'est quand vous êtes médecin généraliste, vous avez une consulte timée 7 minutes. Un bon entretien clinique pour la dépression, c'est plutôt une demi-heure à 40 minutes. D'accord ? Si j'ai une solution numérique qui me permet de faire ça, ben, why not ? Je fais le diagnostic, je dis vous n'êtes pas appétant à un médicament, je vais vous prescrire ça, et je vous reverrai dans le temps pour voir comment ça suit. D'accord ? Ce sur quoi je veux attirer vraiment votre attention, c'est qu'une des choses qui nous rend très très aversifs à l'usage des solutions numériques, c'est le time consuming. C'est-à-dire, il y a un papier qui a été publié dans le JAMA qui a montré que quand on a introduit les systèmes informatiques d'information au niveau de l'hôpital, ça a augmenté de 20% les burn-out des praticiens. C'est-à-dire que les praticiens passent 1h30 par jour à rentrer des infos dans les systèmes d'information. Donc tout ce qu'on va développer, je pense, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose un peu de transparent, qui ait des signaux d'alerte. Et j'ai bien aimé la présentation sur les plateformes, là, dans la table ronde précédente de Diabéo. C'est vraiment, on a envie de ça, quoi. Nous, on a, je crois, 800 000 malades suivis pour la PPC. On a maintenant des systèmes intelligents qui nous remontent des infos quand ça va mal. Je pense que les DTX, ça doit aussi remonter des infos, qu'il y a vraiment il y a un problème. Mais autrement, il faut que ça soit au maximum transparent. Et avec ça, après, je pense que c'est une plateforme complémentaire à des médicaments et des prises en charge cliniques géniales. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir à l'organisation du soin et dire on le met dans l'organisation du soin. Merci beaucoup. Je crois que c'est un propos qu'aura le professeur Denis, notamment sur les recommandations de l'ESPO et sur le côté un peu unicité des plateformes et des outils, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un patchwork de solutions numériques. Beaucoup de médecins avec qui on travaille nous parlent de jungle numérique. Et je pense que l'idée du numérique, c'est que ça fluidifie un peu le système de santé, que ça le rend plus efficient à terme, mais ce n'est pas forcément pour ajouter des couches de complexité. Peut-être une question pour revenir sur la HS. Comment vous vivez finalement dans la gouvernance de santé, la volonté d'utiliser le numérique pour transformer finalement le système de soins? Est-ce que c'est très prioritaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est traité as usual, comme une nouvelle voie, une nouvelle catégorie? Est-ce qu'on voit des aspects structuraux, comme ça se passe en Angleterre, avec notamment des couches numériques pour aider à, entre guillemets, flécher les patients dans un meilleur système de soins? Comment vous vivez, vous, au niveau des autorités? Exactement comme vous le décrivez, en fait. On le sent tous, je pense. Le numérique va transformer les parcours de soins et il faut s'y préparer. Il faut trouver le moyen de l'introduction de technologies extrêmement utiles, comme vous le fléchiez, et vertueuses, et finalement faire en sorte que tout ça s'intègre dans le parcours de soins. Et la HS, si elle a créé cette mission du numérique en santé, c'est bien pour anticiper ça, pour mixer à la fois les sujets d'évaluation technologique, mais aussi de transformation et d'intégration du numérique dans les parcours de soins. Donc dans l'organisation même de la HS, du coup, ça, c'est visible et du coup, le service dont j'ai la responsabilité a ce rôle-là depuis maintenant 1 an et demi. Et du coup l'amorce est donnée via cette organisation-là. Et effectivement, on va conjuguer et le guichet numérique qui est introduit et qui est annoncé par la LFSS, alors évidemment, on attend les décrets d'application, va être conjugué avec les travaux qu'on conduit sur les parcours de soins. Ouais, on peut peut-être maintenant se projeter un peu. Je vais garder du temps pour les questions parce que je pense que vous allez avoir des questions de la salle. Si on se projette un peu, demain, on est en septembre, octobre, novembre 2022. Finalement, qu'est-ce qu'on préfigure? Comment va être un peu la voie d'accès au marché de ces solutions numériques innovantes? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je sais que peut-être pas tout dévoiler l'intérieur des décrets, mais qu'est-ce que vous préfigurez? Est-ce que vous pouvez donner un peu d'indication à l'audience ici pour dire, voilà, on va faire quoi? On va très probablement. Alors, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Finalement, les solutions digitales vont suivre le parcours quasiment classique des autres produits. Les médicaments s'adressent à la commission de transparence pour être évalués et après être tarifés par le CEPS. Les dispositifs médicaux passent par la CNEDIMS. Ça va être la même chose pour les solutions digitales. Et en fait, malheureusement, c'est parce que c'est quand même ça, le parcours reste
un peu compliqué pour ceux qui développent des solutions digitales, avec cette nécessité d'être évalué pour accéder au remboursement. Après, effectivement, avec la mise en place de ce qu'on appelle la PK chez nous, la prise en charge anticipée des solutions numériques, le DIGA à la française, c'est censé accélérer un petit peu, mais un petit peu seulement, parce que finalement, les solutions qui vont pouvoir prétendre à cette prise en charge anticipée, je parle sous le contrôle de Corinne, elles sont en fait à la fin de leur étude clinique, c'est juste leur faire gagner un peu de temps pour être prise en charge sur le plan remboursement un peu plus tôt que la voie normale. Mais c'est des solutions qui ont déjà fait tout le parcours, qui sont marquées CE bien évidemment, et qui ont déjà fait leur étude clinique ou médico-éco pour déposer un dossier normal. C'est simplement que ça va leur donner peut-être 6 mois, 1 an de remboursement préalable avant l'évaluation normale. Donc il y aura une forme de revoyure un peu de... Ah oui, tout à fait, c'est le même principe que DIGA en fait. C'est-à-dire que les solutions qui accéderont à la prise en charge anticipée, sous réserve que l'évaluation soit évidemment positive, auront 1 an pour déposer leur dossier définitif. Et donc, au bout d'1 an, les dossiers seront revus pour savoir si effectivement les données cliniques annoncées confirment bien les claims des solutions. Dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra montrer dans la vraie vie, donc récolter suffisamment de patients pour justifier d'une prolongation. C'est là qu'on va avoir les questions de volume, j'imagine. Stéphane, si tu veux commenter aussi. Non, mais Corinne peut-être. Ouais, Corinne voulait faire Oui, du coup, juste pour préciser, effectivement, comme le disait Armel, la prise en charge anticipée, c'est l'antichambre du cadre standard de prise en charge. Donc, il y aura une liste spécifique pour télésurveillance médicale et pour les thérapies numériques. Le point de sortie de cette prise en charge anticipée, ce sera bien la liste des produits et prestations remboursables, donc la liste classique des produits de santé. Et quelle que soit la porte d'entrée, ce sera la même commission qui évaluera. Et ça, c'est important dans la continuité. Et la prise en charge anticipée, c'est vrai que la CNEDIMS devra rendre un avis dans les 45 jours qui suivent le dépôt, donc ça va très vite. Et cette prise en charge, elle sera donnée pour 1 an, non renouvelable. Et donc selon le type de technologie, 6 mois ou après, ou 9 mois après le début de cette prise en charge anticipée, l'entreprise, c'est même moins d'1 an, devra déposer le dossier de droit commun. Donc tout va très vite. Donc ça veut dire que pour les industriels, il faut anticiper tout ça. Mais effectivement, il y a un jalonnement du mode de preuve. L'avantage de la prise en charge anticipée, c'est qu'on est sur une présomption d'innovation et du coup qui sera jugée sur les premières données disponibles. Et l'industriel qui a son étude pivot qui n'est pas encore tout à fait finalisée, c'est une vraie opportunité pour gagner quelques mois. Et je pense que dans ce marché-là, quelques mois, c'est très précieux. Stéphane ? Donc, tout d'abord, on se félicite de cette prise en charge anticipée. C'est assez évident. Effectivement, plus on peut gagner de temps sur des revenus, parce que c'est aussi ce qu'on vend à nos investisseurs à un moment. Après, évidemment, qu'on aurait préféré avoir davantage de délai, peut-être 18 mois et peut-être un peu plus de temps pour déposer les dossiers. Mais en tout cas, on attend avec impatience l'entrée en vigueur de la prise en charge anticipée. Et non, mais l'enjeu associé est assez évident, c'est celui de l'évaluation. Parce qu'on veut bien apporter des preuves. Alors, cliniques, on arrive à s'inspirer de ce qui est fait historiquement sur les DM et éventuellement le médicament, en tout cas de lancer des études randomisées contrôlées. On arrive à l'imaginer dans le numérique, et encore, il y a encore quelques cas où c'est pas si évident que ça que d'apporter des preuves. Et je laisserai peut-être Daphné nous en dire plus sur les preuves apportées pour le DIGA, mais si on se projette sur des preuves d'impact organisationnel, on se rend compte que le modèle de l'évaluation classique avec des bras contrôle est presque antinomique avec un changement organisationnel. C'est difficile de dire à un service hospitalier, par exemple, on va apporter un impact organisationnel, mais on va devoir scinder les équipes en deux. Une part des équipes qui devraient utiliser notre système et l'autre, surtout, devra rester, par exemple, au papier. C'est très difficile à imaginer. Donc là-dessus, je pense qu'on aura plein d'itérations pour essayer d'inventer les meilleurs systèmes. Mais c'est un des grands enjeux, je pense, à venir sur la fin 2022 et l'année prochaine. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose de En fait, il y a énormément de recherches maintenant qui se développent. Il y a ce qu'on appelle les Umbrella Trials, qui ont été développés d'abord en cancérologie, les essais parapluies, qui sont des essais ouverts. Nous, c'est ce qu'on utilise dans Canopé, puisqu'on a une quantité massive de gens. Donc, on peut faire des essais avec 500 personnes dans chaque bras. En fait, l'idée, c'est, je pense, on est dans un schéma de soins courants. Après, on introduit une innovation. On peut garder soit sur des sites variés
un schéma soins courants ou un schéma adapté. Ou alors, on peut aussi même faire, mais c'est des modèles mathématiques assez compliqués, on est en train de le travailler dans le programme du PEPR en santé numérique. On peut faire aussi des analyses par rapport au taux d'utilisation, c'est-à-dire de dire en fonction de votre taux de pratique, parce que tout le monde ne va pas adhérer de la même façon. Et là, après, ça modifie significativement. Mais on a des outils maintenant assez intéressants sur les trajectoires de soins qui permettent de donner des réponses. Mais enfin, je reviens à vos deux interventions. Il y a quand même un message fort à dire dans la conception de l'outil et de la prise en charge. Il y a vraiment un déterminant très spécifique à la nature même de l'outil. C'est-à-dire que ces outils-là, par leur capacité d'adaptation ou d'autonomie, ils offrent en fait un parcours de soins qui est assez différent de ce qu'on peut faire quand on est dépendant du suivi médical. Et ça, c'est une chance, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer au pouvoir public que, certes, ça va coûter peut-être un peu d'argent, mais en retour, on peut gagner énormément sur l'optimisation de la prise en charge des patients. Et moi je suis un fervent défenseur de cette idée-là. On va cet après-midi, dans la première table ronde, parler beaucoup de l'adoption et de l'usage, et notamment de comment est perçu par les médecins l'état actuel des solutions numériques de santé. On va voir qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, effectivement, ces notions d'impact sont pas... Oui, je voulais juste faire un petit commentaire sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le principe de plateforme et finalement de retirer, que ce soit le plus transparent possible pour les professionnels de santé. Il y a quand même la mise en place de toute l'urbanisation de des systèmes d'information en santé en France qui est faite en ce moment par la DNS, avec des financements très importants qui sont en train d'être faits en ce moment sur les couloirs de la radiologie, de la biologie, des comptes rendus d'hospitalisation, etc., pour justement essayer de faire en sorte que tous les systèmes d'information fonctionnent ensemble et donc du coup qu'il n'y ait pas des ressaisies, etc., et ni pour les professionnels de santé, ni pour les industriels qui aujourd'hui, quand ils installent une solution dans un hôpital, il faut arriver à rentrer dans le système d'information. Le DSI n'est pas d'accord parce qu'il a la trouille pour des failles de cybersécurité et tout ce qu'on veut, et aussi souvent parce qu'il n'y a pas de maintenance des systèmes d'information dans les hôpitaux. Enfin, je ne fais pas une généralité, mais c'est ce que nous rapportent nos industriels. Et donc, les mises à jour sont très compliquées. Donc, normalement, avec ce qui est en train de se mettre en place sur le plan plus technique, là, pour le coup, on n'est pas dans le remboursement des produits, mais normalement, ça devrait permettre de fluidifier toute cette circulation d'informations, et en particulier des solutions digitales qui sont développées, qui pourront s'insérer beaucoup plus facilement dans les systèmes d'information et des médecins en ville et des hôpitaux. Je pense que c'est tout ce que j'avais dit dans l'introduction, c'est cette convergence du Ségur en santé, c'est l'harmonisation de tous nos systèmes d'information. David Senati interviendra en keynote de conclusion, soit probablement en parlera, notamment avec le référencement des solutions qui doit tout converger. Je crois même aussi qu'on a l'expérience en Angleterre, dans d'autres pays où les systèmes de téléconsultation intègrent même dans certains cas des symptômes checkers, des anamnèses assistées pour préfigurer, pour avoir des informations en amont. Donc, je ne sais pas comment on en est en France, mais il y a un certain nombre de choses qui sont probablement dans les pays. Peut-être un ou deux derniers commentaires de Daphné sur qu'est-ce qui se passe dans 18 mois, à la fin de la période. Comment tu vois finalement aujourd'hui l'état des lieux des DIGA qui sont en cours par rapport à leurs données, à leurs clauses de revoyure, comment ça se prépare? Alors, juste quelques mots sur cet accès accéléré. En Allemagne, c'est un petit peu différent. Il y a deux voies qu'on peut prendre en tant que fournisseur de DIGA. Une voie préliminaire qui semble assez similaire au système français, où on a un an pour publier une étude randomisée et contrôlée qui va avoir des preuves cliniques. Bien sûr, pour être accepté dans cette voie, il faut avoir quelques études, mais ça peut être sur 30, 50 personnes, donc, et pas besoin de résultats significants. Alors qu'avec la voie permanente, il faut bien sûr des preuves bien plus poussées. Et dans ce cas-là, en fait, une demande et un dossier accepté restent pour toujours, en fait. Alors qu'avec cette voie préliminaire, au bout d'un an, c'est la décision de la BfArM, qui est du coup un peu la HAS allemande, qui va soit accepter le dossier ou alors le rejeter. Et dans ce cas-là, on ne peut pas repostuler avec le même produit. Donc c'est pour ça que ça justifie le 75 demandes de dossiers qui ont été retirées. En fait, c'était les fournisseurs qui réalisaient ou qui avaient été
expliqué que leur dossier ne passerait sûrement pas. Mais pour répondre à votre question, le bilan, nous, on reste très optimiste quand même. Tout à l'heure, j'ai dit seulement 4% des prescripteurs ont prescrit, mais une étude assez récente montre que quand même 81% des prescripteurs, donc des médecins ou des psychothérapeutes, connaissent les DIGA en Allemagne ou ont l'intention de prescrire. De la perspective du patient, 86% des patients qui ont utilisé une DIGA seraient prêts à en réutiliser une en cas de besoin. Donc, bien sûr, cet enjeu d'adoption qui a été mentionné maintes fois aujourd'hui, l'incitation, bien sûr, des prescripteurs ne suffit pas en Allemagne, et ça a été la plus grosse leçon du point de vue de Hello Better, c'est que l'accès au marché et même le remboursement, les deux en un, en fait, le travail, il commence une fois qu'on est DIGA, parce que maintenant, il y a tout l'enjeu de l'éducation de marché, d'un point de vue prescripteur, d'un point de vue patient, et du coup, le travail commence maintenant. Merci. Un dernier commentaire de Stéphane. Après, je voudrais qu'on ait vraiment une ou deux questions dans la salle. Et puis, on a peut-être Charles-Éric Vinandi de MoveUp qui pourra faire s'il est dans la salle, de faire un petit commentaire sur le système belge. Je ne sais pas s'il est là. Voilà, donc on prendra peut-être un petit descriptif de 2 minutes. Stéphane, tu voulais rajouter ? Ah oui, non, mais alors en 30 secondes, comme ça, on ne peut pas manger sur les questions. Simplement sur à la fois sur l'enjeu de prescription, d'adoption et sur l'enjeu d'interopérabilité, il est assez évident que les pays qui gagneront, c'est parce qu'on est quand même dans une course mondiale au déploiement de solutions de santé numérique. Les États-Unis ont des systèmes de remboursement de la télésurveillance aussi, les Allemands, les Belges également. Et donc on a un vrai enjeu de maturité du système et des systèmes d'information ville-hôpital pour que tout ça soit fluide, parce qu'aucun médecin ne voudra réentrer des données dans des systèmes, et on le voit nous dans les déploiements qu'on opère, notamment dans le cadre de la télésurveillance. Et l'incitation, parce qu'on a beaucoup parlé des forfaits côté industriel, mais l'incitation des médecins à prescrire et inscrire ça dans le parcours de soins est aussi absolument nécessaire. Et donc c'est les deux jambes qui vont faire que ces systèmes pourront être adoptés. Merci Stéphane. Un commentaire de Charles-Éric ? Si vous avez un micro. Donc c'est MoveUp, start-up belge, qui se présentera cet après-midi, mais qui peut aussi raconter les 3 M. Et donc en Belgique, il y a un système de remboursement qui est effectivement une pyramide, où le niveau 1, c'est le marquage CE, le niveau 2, c'est l'interopérabilité avec les systèmes de traitement de données des patients, et puis le niveau 3, c'est la plus-value médico-économique de la solution. Et je rejoins ce qui a été dit par les différents intervenants, c'est que atteindre le niveau 3, c'est que le début en fait, du travail, puisque après il faut convaincre les médecins, il faut s'assurer que le remboursement qui a été mis en place est suffisamment incitant pour les praticiens, pour qu'il soit utilisé. Et donc, effectivement, le système est relativement flexible en Belgique, puisque c'est moins rigide, entre guillemets, les critères par rapport au DIGA, pour ceux qui peuvent être remboursés, les types de forfaits qui sont disponibles, le type de pathologie. Est-ce que c'est uniquement le DTX ou est-ce qu'il y a aussi une partie pour le professionnel de santé ? Mais effectivement, une fois que le remboursement est là, il y a encore beaucoup de travail pour avoir l'adoption. Et donc, penser dès le début à l'intégration et des incitants pour les médecins est très important aussi. Merci Charles-Éric. Question de Étienne. Merci beaucoup. Une question et une réflexion. Déjà, je voulais féliciter, comme vous l'avez fait, l'arrivée de ces bonnes nouvelles qui vont nous permettre de passer tout ça en droit commun prochainement. Ce que disent souvent les juristes, c'est que ce qu'il y a derrière la loi, c'est l'esprit de la loi. Ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est que l'esprit de la loi, c'est de faire rentrer les DTX dans la réglementation actuelle, ce qui en soi est une excellente nouvelle. Ce qui en soi ne répond pas à la question que vous avez posée, professeur Philippe, qui est, en fait, les DTX, pour une bonne partie d'entre eux, révolutionneront probablement la prise en charge, les soins. Et donc, en fait, ils ne rentrent pas dans les systèmes actuels. Donc, c'est une très bonne nouvelle qu'on y rentre. Mais ma question, elle est extrêmement simple. Est-ce que la réflexion continue ? Parce que l'enjeu des DTX, il est probablement plus loin que simplement de rentrer dans le système actuel bipolaire entre, d'un côté, le dispositif médical, de l'autre côté, le médicament, le GHS et la LPP, et toutes ces questions qui volent en éclats pour une bonne partie des révolutions qui sont proposées par les DTX. Alors ça, c'est une question super difficile à répondre, parce que quelque part, ça veut dire qu'il faut qu'on repense complètement le système de santé. Alors, ça fait déjà 5 ans qu'il est en réflexion, puisque avec Ma Santé 2022,
Il y a eu les articles 51 qui sont là pour expérimenter des nouveaux modèles organisationnels, des nouveaux modèles de financement. On est au milieu du chemin, je vais dire. Il y a certains articles 51 qui vont être évalués maintenant et qui sont censés passer dans le droit commun après. Mais sur les nouveaux modèles organisationnels, j'avoue que je ne sais pas par quel bout il faut le prendre, parce que là, c'est un changement global du système de santé. Je ne suis malheureusement pas celle qui décide, mais c'est vrai que c'est tout un challenge qu'il va falloir adresser. Juste en complément, effectivement, on a vu dans les exemples qui ont été cités juste avant notre table ronde, il y a plein de solutions numériques en fait qui vont simplement relever du choix de l'acheteur, donc l'acheteur, le professionnel ou l'établissement. Donc ça, c'est un cadre souple, mais qui permet une certaine diffusion. Et puis, vous avez raison, il y a un certain nombre de technologies qui rentrent dans aucune case et pour lesquelles on rêve tous que des solutions soient trouvées. Alors, j'ai pas de baguette magique, mais en tout cas, c'est un sujet sur lequel on est extrêmement sensibilisé. Alors, dans les travaux, juste une perspective qu'on a à traiter. On a une saisine qui concerne tout ce qui est à usage professionnel. Et j'espère que dans ce cadre-là, on va réussir à faire un certain nombre de propositions. Donc, on est en train de cadrer ce sujet large à la HAS. Mais voilà, j'espère que ça ouvrira des perspectives pour vous, industriels, et puis également pour les professionnels de santé, puisque l'objectif, c'est de faciliter dans tout ça l'appropriation et le choix par les professionnels. Oui, bonjour Romain. Une question assez simple. Pourquoi le direct to patient ne semble pas possible en France? On s'abonne à Orange, on est capable de payer 50 € par mois pour avoir un accès à Internet. Pourquoi on pourrait... Pardon, je paye cher. Oui, je suis d'accord, je paye cher, excusez-moi. Parce que je fais du digital, non, je rigole. Mais sérieusement, je trouve qu'on ne fait pas suffisamment appel aux patients. Et après tout, on a bien vu l'exemple avec Ethypharm tout à l'heure. Ils vont jusqu'à proposer quand même quelque chose qui est valorisé 300 €. Donc pourquoi on ne pourrait pas promouvoir ça? Mais vous pouvez le faire. Enfin, c'est absolument pas interdit pour les industriels de baser leur marketing sur du B2C et de vendre leurs propositions aux patients. Ça ne rentre pas dans le droit. Enfin, c'est compliqué après vis-à-vis des médecins. C'est-à-dire ça va être un peu suspect, non? Alors, pour ce qui est de toute façon d'une thérapie digitale, thérapie digitale, c'est sur prescription. Donc déjà, ça va être un peu plus compliqué quand même. Mais il y a plein de solutions digitales qui pourraient bénéficier, qui pourraient ne pas être prises en charge par le remboursement. Le remboursement, quelque part, il n'est pas obligatoire. Malheureusement, on a un système de santé qui fait que, effectivement, pour tous les citoyens qu'on est, si c'est pas remboursé, on prend pas. Donc, mais la loi n'interdit absolument pas ça. Si les patients sont prêts à payer, vous pouvez leur vendre. C'est la configuration de notre système de santé qui fait que on se dit si c'est pas pris en charge par la Sécu, il n'y a pas de raison, je choisis autre chose. C'est ça toute la difficulté, et c'est toute la différence qu'il y a avec d'autres systèmes de santé où les gens sont qui sont moins qui servent moins les citoyens que le nôtre, et les patients sont habitués à payer une grosse partie de leurs soins. Je pense que c'est ça le nœud du problème. On dit que la santé n'a pas de prix, mais elle n'a pas de coût non plus. C'est un peu le mot de la fin, professeur Philippe. Ouais, je voulais faire un commentaire en réponse à la question de monsieur. En fait, il faut penser le système, d'accord, comme un maillage. Donc, par rapport à votre question, là, on est en train d'implémenter des solutions. Nous, Canopé, on vient de toucher de l'argent de l'ARS pour développer Canopé. On est en train de mettre en place des CPTS. Alors, c'est un mot barbare, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est des communautés de partage de territoires de santé. On pourrait, l'idée qu'on défend, nous, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, c'est de dire les acteurs numériques, c'est-à-dire les solutions digitales, c'est des acteurs de santé comme les humains. OK ? Ils sont autonomes. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient branchés. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on ne peut pas les laisser comme ça et que les gens fassent n'importe quoi et que tout d'un coup, ils arrivent. Donc, la complexité, et je pense que le challenge, c'est de dire où est-ce qu'on les branche. Mais on pourrait très bien imaginer dire à un moment donné, on a un contrat avec des médecins qui sont susceptibles de recevoir des gens qui ont utilisé ces solutions. Et là, peut-être, ils peuvent avoir une valorisation, même sur un schéma expérimental, en disant, moi, je suis prêt à avoir en consultation quelqu'un qui a utilisé la solution amont pour après le prendre en charge. Je pense que la voie, elle va vers ça. Vous voyez ? Et le commentaire pour vous, moi, j'ai été sollicité parce que je suis un peu visible sur le sommeil, j'ai été appelé par Petit Bambou. Quand on dit que la santé, les gens, ils ne veulent pas payer, Petit Bambou, 7000 téléchargements jour. Petit Bambou, c'est une DTX. Si vous faites Petit Bambou, c'est une DTX. Alors, c'est pas, je vous vois
Et puis, non mais ce qui est compliqué, c'est où est-ce qu'on met la limite, vous voyez? Et je pense que La définition des DTX. voilà, et je pense que sur la prise en charge, en particulier des pathologies mentales, dans le cadre des TCC, toutes ces applications-là, c'est un formidable exemple qui montre que les gens sont prêts, dans une certaine mesure, à engager de leur poche s'ils en retirent un bénéfice. C'est à nous, derrière, avec les tampons, de dire ça c'est qualitatif, c'est certifié, c'est sérieux, c'est médical. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi à avoir sur ça. On prend une... Oui, il y a plusieurs questions. Je pense que le sujet... Il y a une question là-haut. Voilà, Après, j'ai un on micro devra un peu sauter là. spécial. Pour favoriser la diffusion et l'appropriation, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'interroger sur le monopole de prescription par les médecins? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que des IPA, des pharmaciens, dans le cadre de protocoles de soins territoriaux, soient autorisés à prescrire ou recommander, ou en tous les cas permettre le remboursement de ces solutions? Est-ce que la HAS travaille sur ce type d'option? Hervé Réquillard. Non, c'est ça? Oui. Alors, il existe des protocoles de coopération. Pour l'instant, il n'y a pas de réflexion et ni de saisine spécifique de la HAS sur ces questions, mais elles viendront peut-être, sait-on jamais, dans les mois à venir. Mais c'est surtout le rôle de la DGOS de définir le rôle des différents acteurs. Mais on a vu, enfin, je ne sais pas si c'est un arrêté ou un décret qui définit tout ce que les IPA peuvent faire maintenant. Elles peuvent prescrire beaucoup d'examens, elles peuvent prescrire certains dispositifs médicaux, etc. Donc, les sages-femmes peuvent déjà faire beaucoup de choses aussi. Donc, je pense qu'on va aller vers ça. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et on le voit bien, c'est ce que disait Daphné tout à l'heure, en Allemagne, les psychothérapeutes qui ont le droit de prescrire. Bon, je pense qu'avec le temps, en France, on va aller vers de la délégation et les paramédicaux pourront faire beaucoup plus de choses qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui. Merci. Je suis vraiment désolé, mais je sais que la discussion est très intéressante, mais on va devoir solder la table ronde parce qu'on a le professeur Denis qui va intervenir après. On a déjà pris peu de retard. Merci beaucoup en tout cas pour cette thématique, à mon avis, qui n'est pas sans grand nombre de questions. Merci à vous. Et puis, si vous restez un petit peu, peut-être que vous aurez au déjeuner quelques questions qui viendront vers vous, naturellement.